Alors maintenant, on va exploiter la partie des techniques d'algèbre qu'on a vues dans les formes quadratiques, mais sur le versant géométrique. Euh, on regarde donc les formes quadratiques sur R. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc sur R, les formes quadratiques, on a deux théorèmes. On a Sylvester, avec la méthode de Gauss, et le théorème spectral. Il faut bien différencier ces deux théorèmes. Déjà, il faut bien différencier Sylvester et la méthode de Gauss. Souvent, les gens me demandent, tiens, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est fondamental. D'abord, Sylvester, c'est purement réel. Voilà. Point barre. La méthode de Gauss, c'est tous les corps qui sont de caractéristiques différentes de 2, parce qu'à un moment dans la méthode, on divise par 2. Et ensuite, c'est pas du tout le même point de vue. Sylvester, c'est un théorème avec des existences, de l'unicité, une assertion. La méthode de Gauss, c'est une méthode, un algorithme. Donc c'est comme si vous confondiez par exemple l'identité de Bezout et l'algorithme d'Euclide. Voilà, oui, il y a des points communs, mais ils n'ont pas le même statut. Hein, d'accord, il y en a un, c'est les petits bras, et puis l'autre, c'est l'ordonnateur des lois. Bon, ici, une forme quadratique, on va le voir comme une fonction hein, de degré, une fonction polynomiale sur R2 de degré 2. Voilà, hein, d'accord, sachant que le degré 1, bah, c'est la dualité. Et donc, effectivement, ça va nous donner algèbre et géométrie, puisque le versant algébrique, ça va être les équations, et le versant géométrique, ça va être bah, les coniques, justement. Et les techniques d'algèbre, bah, comme la méthode de Gauss, tout ça, Sylvester, va nous dire que, alors attention, hein, ce qu'on impose, c'est que la partie quadratique, ici, hein, ici la partie quadratique, vous avez une partie linéaire, une partie constante, la partie quadratique est non nulle. Bon, alors, comme c'est non nul, bah, Sylvester va nous dire que cette forme quadratique va avoir une signature. Ça va être 2, 0 ou 0, 2, ou 1, 1, ou 1, 0, ou 0, 1. En tout cas, pas 0, 0 parce que c'est non nul. Mais comme c'est une équation, on peut multiplier par moins 1. Et donc, on n'a plus qu'à regarder les trois cas, 2, 0, 1, 1 et 1, 0, puisqu'en multipliant par moins 1, si on avait comme signature 0, 2, eh ben ça deviendrait la signature 2, 0. Donc ici, il ne nous reste plus que 3 cas, et évidemment, vous avez compris, ellipse, hyperbole, parabole. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est selon voilà, un principe très cartésien, de regarder un repère dans lequel tout se passe bien. Donc on veut faire un changement de repère. On a du coup le théorème de Sylvester qui nous donne un changement de repère où cette fonction va avoir au moins cette partie-là quadratique qui va être de type sympathique, c'est-à-dire x2 plus y2, ou x2 moins y2, ou juste x2. Voilà, hein, qui correspond à ces trois trucs-là. Mais maintenant, le reste. Le reste, on fait des petits changements de variables, cette fois-ci affines, on fait des petites translations, pour pouvoir éliminer la partie linéaire. Alors c'est possible dans ce cas-là, c'est-à-dire dans les cas non dégénérés, mais là, à cause du 0 ici, on ne va pas pouvoir éliminer la partie linéaire en y. Donc il peut nous rester y, comme il peut ne pas nous rester y. Donc finalement, on tombe sur un certain nombre d'équations possibles, mais finalement, on a bien réduit la chose, et on se rend compte qu'on a des situations un peu dégénérées, comme ici, où ça dégénère en un point. Ici, c'est vide. Là, ça dégénère en deux droites. Et puis là, bon, voilà, de toute façon, vous faites votre marché, hein, pas de problème. Maintenant, bon, donc voilà, la classification, ce qu'on appelle la classification affine des coniques, a été faite grâce à Sylvester. Maintenant, la classification euclidienne, c'est-à-dire qu'on va regarder un changement de repère, mais on veut un changement de repère orthonormé. C'est-à-dire on veut passer d'un repère orthonormé à un autre repère orthonormé. Donc là, cette fois-ci, on a le théorème spectral. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la matrice dans la base canonique associée à cette forme quadratique, qui est A, B sur 2, B sur 2, C, eh ben, va être congruent
à lambda 0, 0 mu, mais cette fois-ci en base orthonormée, c'est-à-dire que P transposé est égal à P-1. Mais si P transposé est égal à P-1, c'est que lambda et mu sont uniques à permutation près, puisque ce sont les valeurs propres de la matrice ici. Et donc maintenant, ça y est, on a vu ça avec la réduction. La réduction, ça y est, nos techniques d'algèbre, c'est-à-dire des polynômes dont on cherche des racines, etc., ben, vont intervenir ici. Hein. Ce n'est pas que la méthode de Gauss, mais là, c'est des trucs un peu plus profonds avec des polynômes et des racines de polynômes qui interviennent, et donc des calculs plus difficiles en général. Donc ici, vous allez à la fin, si vous voulez garder un repère orthonormé, avoir par exemple le x2 plus y2 égale 1, qui vous voyez confond l'ellipse, le cercle, tout, pour lui c'est tout la même chose, ben là il va y avoir quelque chose d'un peu plus fin, lambda x2 plus mu y2 égale 1, et ça, alors si on met ici égale 1, ça va nous donner une ellipse, qu'on va regarder dans un nouveau repère, alors orthonormé ici, qui va être le repère des vecteurs propres, parce qu'on sait que le théorème spectral assure donc une base de vecteurs propres orthonormés pour la matrice symétrique qu'on a ici, et là on a des vecteurs propres orthonormés, donc on va avoir des axes orthonormés pour une ellipse. Et même si on doit faire de la géométrie dans l'espace, quand on a un ellipsoïde, c'est-à-dire ici, une forme quadratique est égale à 1, donc une matrice symétrique réelle, avec des valeurs propres toutes strictement positives, et bien on va avoir ça égale 1, ça va nous donner un ellipsoïde qui va bien avoir des axes orthogonaux grâce au théorème spectral. Voilà. Et ici, en ce qui concerne notre petite dimension 2, hein, si on doit retenir notre dimension 2, on va avoir ben, si j'ai pris lambda inférieur à mu, les deux positifs, hein, puisqu'on est dans ce cas-là, je vais avoir 2 sur racine de mu qui va représenter le petit axe, et 2 sur racine de lambda qui va représenter le grand axe. Ça, c'est très facile. Alors, si on était dans le cas hyperbole, alors je prendrais lambda moins mu, donc quitte à changer mu en moins mu, hein, pour qu'il reste positif et que je puisse parler de racine carrée, et bien j'ai les asymptotes ici qui sont donnés donc, par les valeurs propres. Donc encore une fois, des techniques d'algèbre qui nous donnent des valeurs propres, des résolutions d'équations, et ensuite ça devient des objets géométriques, des petits axes, des grands axes, des asymptotes, etc. Alors vous pouvez me dire, ah oui, mais que ici on voit ce que deviennent, donc ici on a les asymptotes, hein, d'accord, de notre hyperbole, que deviennent les vecteurs propres qui étaient orthogonaux, ce ne sont pas, hein, ça c'est une erreur classiquement faite, ce ne sont pas les vecteurs portés par les asymptotes, ben non, parce que les asymptotes elles ne sont pas censées être orthogonales, mais par contre ce sont les vecteurs orthogonaux ici, qui correspondent aux bisectrices des deux asymptotes. Alors ça, vous allez le trouver dans H2G2, donc Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie, chapitre 5.6, hein, pour les détails de tout ça, que bon, je vous le raconte juste, c'est une bande-annonce, hein, ce que je fais. Hein, voilà, après il faut regarder. Donc c'est dans le tome 1. Hein, voilà. On continue sur les coniques. Tout le monde sait d'où ça vient conique, c'est que toutes les coniques peuvent être récupérées à partir d'un cône, hein, qu'on appelle le cône d'Apollonius, et qui est l'équation x2 plus y2 moins z2 égale 0 en base orthonormée. Donc il y a cette forme-là, puis on peut découper en tranches, on coupe par un plan. Alors si on ne veut pas que ce soit dégénéré, il faut couper par un plan qui ne passe pas par le sommet du cône. Ok, alors regardons pourquoi c'est vrai. Hein, vous partez... Donc ça c'est vraiment quelque chose de géométrique, hein, ça c'est Apollonius quand même. Hein. Donc là, ici, vous partez d'une équation comme ceci, et vous faites ce qu'on appelle l'homogénéisation, un truc assez classique qui consiste à rajouter une variable, mais de regarder ensuite, de poser cette variable égale à 1. Donc c'est comme si vous ajoutiez une dimension, ensuite vous regardez finalement un cône, et ensuite vous découpez le cône en z égale 1. Ça permet d'obtenir des choses homogènes. Et homogène, ça veut dire qu'on va avoir ici une vraie forme quadratique. D'accord ? Alors, supposons
ici, c'est une supposition, on va dire, générique, que la forme quadratique soit non dégénérée. Hein. Donc ça veut dire un certain déterminant et non nul, hein, ce qui va nous donner plein de possibilités, hein, d'ouvert-dense de possibilités. Alors ici, la signature, d'accord, va être soit 3, 0, soit 2, 1, soit 1, 2, soit 0, 3, puisqu'on est en non dégénéré en dimension 3. Finalement, comme c'est égal 0, bah, on peut se dispenser de 1, 2 et de 0, 3 et se ramener à 3, 0 et 2, 1. Maintenant, changeons de variable. On va avoir donc grand x2 plus grand y2 plus ou moins z2 selon le cas si on est là ou là par Sylvester égale 0. Je vais garder l'ancienne variable petit z égale 1, mais petit z, comme ce sont des transformations linéaires hein, qu'on a fait, en fait on a fait des changements de base, on a petit z qui s'écrit linéairement en fonction de grand x, grand y, grand z. Hein. On sait qu'on va avoir des alpha grand y, petit z, ça va être alpha grand x plus bêta grand y plus gamma grand z. Voilà. Et ici, supposons qu'on soit dans le cas 3, 0, bah, là on aurait un plus ici, donc la seule solution, puisqu'on est sur R, c'est grand x, grand y, grand z égale 0, mais ça voudrait dire que petit z ici est égal à 0. Donc il n'y a pas de solution, d'accord? Puisque 0 n'est pas égal à 1. Voilà. Donc finalement, la seule possibilité qui nous reste, c'est 2, 1. Ce qui veut dire que on a notre cône d'Apollonius, d'accord, et que notre conique, quand elle est non vide, va correspondre à l'intersection de ce cône d'Apollonius avec petit z égale 1, qui va devenir un plan, mais qui ne passe pas par, puisque c'est égal à 1, ne passe pas par le pôle, sinon ici. Alors, donc ça veut dire que géométriquement, vous coupez par un plan, et là vous voyez une ellipse, et si vous coupez comme ça, vous allez avoir une hyperbole, et puis si vous visez bien, là comme ça, vous allez avoir une parabole. Voilà. Ensuite, on va regarder les quadriques. Les quadriques, on va les voir comme des ensembles de solutions de l'équation Q de U égale petit k, où U est dans R, puissance n. Et on va voir que la forme polaire, qui est un objet purement algébrique, va débarquer dans la géométrie des quadriques. Comment? Ben, regardons ici, on écrit Q de U plus H. On fait la somme de deux vecteurs. Où H, on va imaginer qu'il est infinitésimal. Donc ici, c'est Q de U plus 2B UH plus QH. C'est la formule classique, où B, c'est la forme polaire. D'accord? Bon, alors ça, c'est important, parce que ça veut dire que c'est une formule de Taylor, et donc que ça va représenter le terme linéaire. Et donc, ça veut dire que l'espace, ce que j'appelle l'espace vectoriel, hein, tangent en U à la quadrique, que j'appelle Q, bah, ça va être ici ce qui annule ceci, c'est-à-dire l'annulateur, bah, vous voyez, c'est l'orthogonale pour B de la droite engendrée par U. Voilà. Alors ça, c'est quand même assez bien, parce que vous voyez qu'on a... Alors attention, hein, c'est pas l'espace tangent qui passe par U, ça. Hein, c'est l'espace vectoriel, c'est la direction. En fait, l'espace tangent tel qu'on le pense, la tangente, en fait, c'est l'espace affine qui passe par U et de direction ceci. Bien, alors maintenant, par exemple, on regarde Sylvester. Sylvester, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on part de Q égale, par exemple, x2 moins y2, et on regarde, voilà, hein, on regarde Q, c'est x2 moins y2. Bon, que nous dit Sylvester? Il nous dit, ben ça c'est de signature 1, moins 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va le diagonaliser, on aura un positif, un négatif, et un 1 et un moins 1 si on veut normaliser. Avec des zéros ici. Maintenant, on peut se demander quelles sont les bases E1, E2 de R2, telles que la matrice dans cette base, c'est 1, moins 1. D'accord? Comme ceci. Donc c'est ce que je vais appeler les bases de Sylvester.
d'accord? Les bases assurées par Sylvester, parce que Sylvester assure l'unicité de la signature, mais pas l'unicité de base. Des bases, il y en a plein. C'est comme si on avait une forme définie positive, ben on aurait 1 et 1, donc les bases de Sylvester, ce seraient toutes les bases orthonormées. Donc ici, c'est les bases de Sylvester pour une signature 1-1. Et ben regardez comment on peut les construire géométriquement. J'écris l'équation Q égale 1, c'est une hyperbole. J'écris l'équation Q égale moins 1, c'est une hyperbole. Bon, ben, bien sûr, l'hyperbole va avoir pour, les deux hyperboles vont avoir pour asymptote x2 moins y2 égale 0. Donc les deux asymptotes, c'est x égale y et x égale moins y, les deux bissectrices. Comment on va construire une base de Sylvester? Et ben ici, il faut que Q de E1 soit égal à 1. Donc on va prendre E1 là-dessus. Voilà, je l'ai pris. Maintenant, il faut que E2 soit orthogonal à E1 pour la forme quadratique. Mais là, ça veut dire que c'est l'espace tangent. Alors ça, c'est la tangente en E1. Et ça, c'est l'espace tangent. C'est-à-dire je le fais passer vers 0, 0. Voilà l'espace tangent à la quadratique qu'on a calculé. C'est ça l'orthogonale, ici. Et donc maintenant, je vais l'intersecter avec moins 1. Donc j'ai deux possibilités, qui sont opposées l'une des autres, et que je coupe en coupant avec Q égale moins 1. Voilà, et donc j'ai voilà une base de Sylvester, E1, E2. Et puis je peux en construire plein, d'accord? Je peux même faire un truc sur GeoGebra qui construit comme ça, tout seul, toutes les bases de Sylvester. Voilà. C'est pas mal. C'est dans H2G2, toujours, chapitre 5. Donc c'est prenez la dernière version, hein, up to date. Et puis là, c'est 5, 7, 3, 2. Voilà. Et je vais terminer le volet sur les formes quadratiques avec ce théorème qu'on appelle le théorème d'Apollonius ou la formule d'Apollonius. Regardez, hein, c'est vraiment... Là, si c'est pas de la géométrie, je veux bien être tendu. On a un triangle OAB dans le plan euclidien et I le milieu de AB. Eh bien, on a la formule OA carré plus OB carré égale 2OI carré plus 1 demi de AB carré. Bon, vous pouvez le démontrer, je pense que ma génération, on savait faire ce genre de truc en troisième, et puis on n'était vraiment pas des géomètres. Alors, maintenant, ce qui est intéressant là, c'est de le voir comme une simple application du théorème spectral. C'est-à-dire, regardez, vous prenez, donc c'est le théorème spectral ou c'est le théorème d'orthogonalisation simultanée, hein, on va dire. Vous prenez Q, une forme quadratique, sur Rn, et Q', une forme quadratique définie positive. Alors, c'est un théorème qui dit que la somme des i égale 1 à n de Q de i ne dépend pas d'une base orthonormée choisie, UI, pour Q'. Donc pourquoi? Parce que ça, c'est la trace d'une certaine matrice de Q dans la base UI. Bah oui, mais cette trace, c'est un invariant de similitude. Or, comme on va avoir des bases qui vont être orthonormées pour UI, les changements de base, ça va être à la fois des P transposés et des P-1. D'accord? Donc ça va être semblable, et donc on va bien avoir que ça ne dépend pas du truc. Vous pouvez le regarder dans H2G2, c'est l'exercice D6. Voilà, c'est un truc assez joli, et qui est parfait pour de l'algèbre, puisqu'on a quand même des invariants de similitude, des choses comme ça, et en géométrie, puisqu'à la fin, on a un joli triangle.